La région du Sahel semble rentrer en effet depuis plus de 10 ans dans une crise qui ne semble pas s'achever de s'aggraver. On peut le voir avec l'augmentation notamment des morts dans la population civile, qui en particulier ces dernières années a véritablement explosé. Ceci dit, on est aussi rentré depuis 2 ans dans une nouvelle phase de cette crise. Dans les premières années de la crise, on avait un vaste dispositif de stabilisation régionale qui était organisé par les États de la région et leurs partenaires internationaux, avec un leadership assumé par la France. Depuis l'arrivée de 2 transitions militaires au pouvoir, en 2020-21 au Mali et puis en 2022 au Burkina Faso, on a véritablement un changement dans la région avec tout d'abord une série de ruptures entre ces transitions militaires et leurs alliés classiques, en particulier la France, qui a mis un terme à l'opération Barkhane. Et puis on a, de manière plus générale, un affaissement, étape par étape, du dispositif qui visait à stabiliser la région. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans une situation où, d'un côté, les réponses régionales à la crise au Sahel central sont très largement affaiblies, mais d'un autre côté, les États sahéliens ont d'une certaine manière repris l'initiative. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène, en ne comptant que sur nous-mêmes. Alors, les 2 transitions militaires au Mali et au Burkina Faso ont fait le choix de renforcer une réponse aux insurrections armées qui mise avant tout sur l'outil sécuritaire et plus encore sur l'outil militaire. Alors, au Mali, on le fait dans des séries d'opérations militaires organisées entre l'armée malienne et puis les nouveaux partenaires russes du Mali. Au Burkina Faso, le choix était plutôt de miser sur l'idée de nation en armes, le recours aux volontaires pour la défense de la patrie, qui sont, pour certains, une sorte de série de milices armées, une population en armes pour se défendre contre l'agression des insurgés. Et donc à ce niveau-là, c'est plutôt une évolution qui peut inquiéter parce qu'effectivement, on a une augmentation des violences contre les civils. Et donc, là encore, une augmentation de la létalité du conflit. D'un autre côté, on peut tout de même souligner qu'un changement majeur ces 2 dernières années, c'est que les transitions militaires amènent, comme je le disais tout à l'heure, à une reprise en main par les autorités nationales de la réponse à la crise. On était ces dernières années dans une réponse à la crise qui était en grande partie déchargée sur des acteurs extérieurs, en particulier la France, au Mali, dans une moindre mesure au Burkina Faso. Aujourd'hui, la balle est désormais dans le camp des autorités, à Bamako comme à Ouagadougou. Le Niger est moins affecté par les violences jusqu'à présent. Il semble mieux résister à l'extension des insurrections. Et on est parfois tenté d'y voir, sinon un modèle, du moins, au fond, des bonnes pratiques susceptibles d'être imitées ailleurs. Je pense que la meilleure résistance ne provient pas du fait que Niamey a choisi de maintenir son alliance avec les partenaires extérieurs, en particulier avec la France. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui sont plus liées au choix de politique intérieure des autorités. Alors, il y a toute une série de facteurs, mais on peut peut-être en citer 2. Je crois que le premier, c'est la très forte résistance qu'ont posé les autorités du pays, en particulier le président Issoufou et aujourd'hui le président Bazoum, à l'idée de laisser des civils s'armer. Alors, évidemment, il y a en réalité dans le territoire des zones où des milices communautaires se sont développées, mais dans une proportion moins importante qu'au Burkina Faso et au Mali. Un deuxième élément qui est un petit peu loin expliqué et qu'on peut résumer par l'idée du lien maintenu entre Niamey et les territoires. Au fond, l'État nigérien, c'est un État qui a, mieux que ses voisins, su préserver les liens entre la capitale et les régions périphériques. On ne réussit pas en politique si on n'est pas capable d'avoir une base dans les territoires. Une fois qu'on a dit cela, malgré tout, il faut aussi nuancer le modèle nigérien. Il reste des fragilités. Les groupes djihadistes, ils sont militairement moins actifs que dans les voisins, mais ils y sont présents. Parfois même à quelques dizaines de kilomètres de Niamey, on a des groupes djihadistes qui prélèvent la zakat, l'impôt,
sur les villages. Et donc on a encore une situation fragile et voilà, il convient effectivement d'y prêter attention. Le deuxième élément aussi, c'est que l'alliance le maintien d'une alliance forte entre Niamey et puis Paris expose un petit peu le régime du président Bazoum. Il y a dans l'ensemble du Sahel un courant au fond de critiques très fortes à l'égard de la politique française ces dernières années, à la fois une critique qui est adressée à l'ancienne puissance coloniale, mais aussi une critique qui est adressée à la puissance qui a essayé, sans grand résultat il faut le dire, de contenir l'expansion des groupes djihadistes. Cette critique-là a participé à secouer les régimes politiques à Bamako et à Ouaga. Il faut faire attention que des dynamiques similaires n'affectent pas Niamey. Et donc il reste encore à voir comment tout cela peut affecter le cours d'une crise qui, elle, par contre, effectivement, a plus de 10 ans d'existence.